Salut tout le monde, c'est Starter, ravi de vous retrouver pour revenir sur un nouveau Grand Prix. Direction Le Rocher, on retrouve Monaco et son tracé totalement atypique. Et le plus petit de la saison avec ses 3 km 337, avec son tunnel et ses virages célèbres, comme Sainte-Dévote, Mirabeau, le Loves, la Rascasse ou Anthony Nogues. Une seule zone de DRS sur la grille de départ, mais dépasser à Monaco est un grand défi pour tout le monde. Parce qu'on va pas se mentir, Monaco c'est peut-être sympa, c'est particulier, c'est autre chose. Mais les courses ne sont pas forcément excitantes, hein. En fait, la seule chose qui peut vraiment la rendre intéressante cette course, ça peut être sa météo, les accrochages, les pilotes qui terminent dans les rails, et ceux qui ont une grosse paire pour dépasser. Sinon, ça tourne en rond entre le casino et les bateaux, hein. Limite, il est mieux de suivre la journée du samedi pour les qualifications que le dimanche pour la course. Ou alors les courses support qui accompagnent la F1 le week-end. Et de plus, pour Monaco, on avait un beau programme avec la Formule 2, la Formule Alpine, la Porsche Super Cup. Oh que oui, en plus c'était bien animé dans ces catégories-là. Et si pour beaucoup Monaco est un défi de rouler entre les rails, hein, je connais plus dur. Il y a Macao bien sûr, où c'est un circuit urbain hors du temps de tous les standards que nous connaissons en Europe. Mais il y a aussi le circuit de Pau qui est toujours autant serré et plus compliqué à aborder. Alors oui, on ne peut pas comparer tous ces circuits urbains qui ont chacun leur philosophie, que ce soit en Europe, en Asie ou même en Amérique. Mais le circuit de Pau dans les Pyrénées a ma préférence. Alors les courses là-bas, ils sont animés, les plus grands et enroulés, et puis il fait partie du patrimoine du sport auto français. Et pour avoir pu faire rouler des voitures là-bas, je peux vous dire que vous priez le bon Dieu pour que votre pilote ne finisse pas dans le rail. Mécanique, carrosserie, ostéo, c'est la joie des circuits urbains, c'est autre chose. Bon, revenons à la Formule 1, qui retrouve Monaco après une année d'absence, et aussi du public venu en nombre. Venu en nombre. Limité certes, hein, mais il est présent. Surtout présent pour voir le retour en grâce de Ferrari, qui aura animé tout ce week-end, tout comme les habituels Red Bull et Mercedes, ou bien les décevantes Alpine, Williams, hein. Pourquoi je dis ça moi ? Bref, on va commencer à en parler de tout ça, et on commence tout d'abord par les qualifications. Jamais une séance de qualification était aussi indécise. Ah mais vraiment ! Entre un retour en forme inattendue de Ferrari, les Red Bull en grande forme, des Mercedes en difficulté, des Alpines complètement perdus, et puis les autres. Ou les vues sur la voiture numéro 9 pour savoir à quel moment son pilote va finir dans le rail. On attend toujours. Bref, le résultat de la qualification, ça donne ça, le meilleur temps de Charles Leclerc pour 2 dixièmes devant Max Verstappen et Valtteri Bottas. Carlos Sainz se place à Ferrari 4ème devant un surprenant Lando Norris à 9 millième de l'Espagnol devant Pierre Gasly et Lewis Hamilton. Sébastien Vettel 8ème temps devant Sergio Perez et Antonio Giovinazzi. Dans la deuxième partie, on retrouve Esteban Ocon 11ème devant Daniel Ricciardo et Lance Stroll devant Kimi Raikkonen et George Russell. Yuki Tsunoda devant Fernando Alonso, Nicolas Latifi et Nikita Mazepin. Pas de chrono pour Mick Schumacher qui n'a pas participé à la qualification. Alors on va parler de Leclerc après, rassurez-vous, on garde le meilleur pour la fin. Mais je vais d'abord commencer par Mick Schumacher qui était donc le grand absent de cette séance du samedi après-midi. Il faut dire que le jeune Allemand a pillé par 2 fois sa voiture lors des essais. Bon, allez, jeudi ça allait encore, ça pouvait passer. Mais alors samedi midi, nous a rendu chiffon la Haas. Perte du train arrière au casino. Avec un coût total des réparations entre 300 000 et 500 000 $. Je peux vous dire qu'ils n'ont pas renvoyé tout de suite Schumacher. Ça pique vraiment. C'est les joueurs de Monaco, hein, je vous l'ai dit, c'est tout ou rien. Hein. En plus, voir une voiture partir à la faute à cet endroit-là, c'est assez rare. Et surtout, c'est Romain Grosjean qui le disait sur Canal+, vu qu'il commentait avec Julien Febro sur la chaîne de Crypté, et racontait qu'en fait, le problème de cette voiture, ça sera pas forcément le pilote, ça sera surtout la voiture qui est tout simplement imprévisible. Donc finalement, c'est peut-être
pas surprenant de voir Schumacher finir à cet endroit-là. Et les mauvaises langues diront que pour l'instant, Mazepin il tient le coup. Oui, pour l'instant. Il y a aussi le cas de Antonio Giovinazzi, qui lui nous donne vraiment le sourire parce que ça fait quelques courses où je vous dis qu'il y a de la confiance qui arrive en lui depuis le début de saison, hormis le dernier Grand Prix à Barcelone. Hein. Mais voilà, l'Italien a réussi à amener son Alfa Romeo dans le dernier panier de la qualification et pour la première fois de la saison. Alors c'est une grosse performance pour lui, qui fait encore mieux que son coéquipier qui est carrément relégué dans le fond. Hein. Mais voilà, c'est à noter, ça veut dire que Giovinazzi a réussi à profiter d'une qualification particulière, bien entendu, pour vraiment amener son Alfa Romeo dans le dernier panier, je vous dis donc. Et surtout, quand vous faites une bonne qualification à Monaco, vous avez vraiment des chances de marquer des points. Après, les conditions de course peuvent être très différentes, bien sûr, mais voir une voiture de l'équipe de Fred Vasseur positionnée à tel endroit de la qualification, franchement, ça nous fait plaisir. Ça nous fait plaisir déjà pour Sauber, Alfa Romeo, pour Fred Vasseur, bien sûr, qui est un excellent patron d'équipe, même pour Giovinazzi, qu'on n'attendait pas prendre le dessus sur Raikkonen. Non, franchement, c'est une bonne performance de sa part à Giovinazzi. Ben, j'en attends plus, quoi. J'en attends plus pour la course et même pour la suite. Ça sera surveillé. On va aussi évoquer Mercedes, où la meilleure voiture sur la grille est celle de Bottas avec le troisième temps. Tandis que Lewis Hamilton n'a signé que le 7ème chrono. Et ouais, le pilote anglais n'était pas du tout à l'aise avec sa voiture depuis le samedi, voilà. Elle n'avait pas réglé comme il l'espérait, il n'avait pas d'adhérence, il se reconduisait en galère partout dans les rues. Et c'est étonnant que ce soit de sa part ou de son équipe d'être aussi mal placé, surtout à Monaco. Ça peut arriver, hein, attention, je vais pas leur chercher des excuses, hein, faut pas déconner. Mais voilà, c'est quelque chose auquel on n'est pas vraiment habitué, c'est même un Hamilton frustré, qu'on a pu voir dans les interviews, qu'on a pu voir en descente de voiture. Il paraît même qu'il aurait complètement dézingué son équipe au débrief, selon les propos de Toto Wolff. Ouais. C'est aussi la même situation pour Bottas qui lui s'en est mieux sorti. Hein. Pas d'adhérence sur conduite, tout ça. Mais voilà, il a réussi à mieux se placer sur un grille. Et d'ailleurs, j'ai noté un truc, il fait partie de ces pilotes qui sont dans le haut de la feuille des temps, qui sont dans le même dixième. Ouais, je vous jure. Bah, c'est bien simple, je les ai écoutés bien. On a Verstappen qui a un chrono de 1:10.576, qui est deuxième. Derrière, on a Bottas qui est troisième avec un chrono de 1:10.601. Derrière, c'est Sainz qui est en 1:10.611. Et Norris qui est en 1:10.620. Vous voyez, dans le même dixième, très resserré. Déjà que les places sur une grille à Monaco, ça vaut cher. Mais avoir carrément une qualification aussi resserrée, c'est totalement inattendu. Limite, c'est ça qu'on voudrait à chaque course, mais voilà. La grille était complètement resserrée. C'est même ce qu'on a au fur et à mesure, à force qu'on avance dans les qualifications de la saison. Ça se regroupe. C'est sympa. Après, est-ce que ça va être une norme qui va se répéter ou est-ce que c'est juste une exception? J'espère pas que ce soit vraiment la deuxième idée, que ça soit vraiment l'exception. J'espère que ça sera vraiment une généralité de voir des qualifications resserrées. Et alors imaginez en plus avec les deux Mercedes devant, ça sera intéressant. Et en plus avec les Ferrari qui ont eu un gain de reforme, que je vous dis ça depuis le début de la vidéo, mais d'ailleurs on va en parler des Ferrari. Parce que le poleman, waouh, levez la main ceux qui misaient sur une pole de Ferrari de Leclerc. Y a personne, hein? Ils sont pas là, les gars, non? Non, ils sont pas là, c'est... Non, ils sont pas venus, ils sont paumés, c'est... Non, vraiment, il y avait personne qui misait sur une pole de Leclerc ou de Ferrari? Ou même de Sainz, hein? Non, personne. Il y a peut-être une explication à ce regain de forme de Ferrari. Bon, il faut dire que nous sommes sur un tracé où la vitesse moyenne est faible. On a des secteurs assez lents, un circuit qui pourrait correspondre à cette Ferrari, donc. C'est possible. Nous avons quand même les deux voitures du Maranello qui sont très bien placées sur la grille.
il faut complètement remonter en 2019 pour retrouver tel résultat. Charles Leclerc, déjà, qui fait jeu égal avec Verstappen, c'est totalement inattendu. Tout comme cette issue de la qualification. On va vraiment l'évoquer parce que voilà. Il y avait tellement de pression dans cette Q3 qu'à un moment, je me suis dit que ça va mal se finir. Non, je le pensais vraiment, je me suis dit qu'il y en a un, il va se taper le rail. Oh, ça n'a pas loupé. Et pas de chance, c'est Leclerc qui a mis fin prématurément à la qualification. Lui qui avait le meilleur temps provisoire, il termine dans le rail. Bon, du coup, ça lui assure la pole position, et empêchant aux autres donc d'améliorer leur chrono. Le monégasque trop ambitieux à la sortie du deuxième S de la piscine, planté juste après, en gros il nous a fait une Verstappen, voilà, c'est... Même le pilote hollandais lui dit, voilà, il a fait comme moi par deux fois, bon bah ça peut arriver. Et je voudrais qu'on m'explique comment on peut crier au complot après cet accident. Parce que oui, il y en a certains qui ont crié au scandale comme quoi le geste de Leclerc était volontaire. Et de plus, ils comparaient ça aux accidents de Michael Schumacher en 2006 et de Nico Rosberg en 2014. Non mais sérieux! Déjà, Schumacher et Rosberg, c'est une histoire de parking même pas payé, alors qu'ici c'est une erreur de jugement du pilote qui braque trop tôt à la corde. Tout le monde joue avec le rail à cet endroit-là, tout le monde! Et des fois ça se fait pas cash. Et vous croyez vraiment qu'un pilote prendrait le risque de se mettre volontairement dans le rail en risquant une pénalité pour changement de coque, des moteurs ou des boîtes de vitesse? À part Piquet Junior, vous croyez que Leclerc s'est mis volontairement dans le rail? Même Hamilton ne ferait pas pareil. Ça tient pas. Et si vous avez des arguments solides, je les attends. Oui, je voudrais bien comprendre pourquoi vous insinuez que Leclerc s'est mis volontairement dans le décor. Expliquez-moi. Non, franchement, expliquez-moi. C'est vrai que ça fait pas plaisir de voir cette fin de qualification comme ça. Comme je l'ai dit, Leclerc a le temps provisoire. C'est lui qui termine dans le décor. Ça tient pas, cette histoire de complot. Ça ne tient pas du tout. Voilà. Alors, bien sûr, juste après, beaucoup ont commencé à évoquer la règle qu'on peut retrouver en IndyCar. Celui qui termine dans le décor, qui provoque un drapeau rouge ou même une neutralisation, voit ses chronos annulés. Peut-être. Mais bon, on va pas refaire le règlement parce qu'il y a eu encore un incident à Monaco. Je sais que c'est une course particulière, hein. Mais bon, refaire la règle le temps d'un week-end, ça marche pas. Je suis désolé. Vous pourriez en discuter après si vous voulez, mais le temps d'une course, ça ne marche pas. Voilà. Bref, après tous ces rebondissements, voici ce que donne la grille de départ. On se retrouve juste après. C'est sûrement le plus gros fait marquant dans cette course. On a commencé par un gros coup de théâtre dans ce tour de reconnaissance avant même la mise en grille pour la course. Et pourtant, le samedi soir, le dimanche matin, Ferrari nous avait rassuré sur l'état de santé de la boîte de vitesse de Leclerc. Et puis finalement, c'est autre chose qui a rendu l'âme. C'est l'arbre de transmission arrière gauche qui a lâché. Résultat, Leclerc ne part même pas de la pole et il prendra même pas le départ de sa course. Ah, je peux vous dire que sur le coup, on maudit tout le monde. On refait même l'histoire. On le promet, j'ai essayé de refaire l'histoire, mais bon, ça ne sert à rien. Voilà, c'est... Je sais, mais... Il y a eu beaucoup de questions sur le pourquoi du comment de cet abandon. De toute façon, on va y revenir après dans le bilan des équipes. Et donc, on essaye de revenir et de se reconcentrer sur la course. Cela donc Verstappen seul sur la première ligne, avec Bottas et Sainz derrière lui. Et bien malgré tout, on n'a pas envie d'être à sa place. Même s'il a un énorme boulevard devant lui, t'as une sacrée concurrence derrière. Et vraiment, il y avait de quoi. Parce que Bottas, non seulement il nous prend un excellent départ, ce qui va obliger Verstappen à fermer la porte très tôt. Et c'est tout ce qui va se passer, voilà, parce que le départ, les premiers tours, calme.
Même chez Haas ou Schumacher, gare Mazepin ou Loves. C'est tellement calme qu'on s'ennuie. Il va rien se passer, une vraie procession. De toute façon, on avait prévenu, hein, c'est Monaco. Un coup t'as une accident de course, un coup t'as rien. Il se passe vraiment rien du tout. Si, il y a une chose qui va se passer en partie dans les stands. Parce que les arrêts vont redistribuer les cartes. Et ça va faire mal. Hamilton va ouvrir le bal et il va tout perdre. Il est bloqué depuis le début de la course derrière Gasly. Et son équipe tente de faire un undercut sur les Français. Alors non seulement ça marche pas, mais pire, il va perdre 2 places. Déjà, il va voir Vettel lui passer devant quand ce dernier ressort des stands. Et aussi Perez qui va emmener un peu plus loin sa gomme de départ et même progresser au classement en profitant de ceux qui s'arrêtent au stand. Il y a eu 6 tours entre les arrêts de Hamilton et de Perez. Et c'est le Mexicain qui en ressort gagnant. Alors, je peux vous dire que le comportement d'Hamilton en course... D'ailleurs, Hamilton a failli se faire prendre un tour par Verstappen après que l'Anglais ait marqué un deuxième arrêt pour passer au soft et décrocher le meilleur tour en course. Heureusement qu'il n'y a pas eu ce passage de témoin, si je peux utiliser cette expression. Mais imaginez si Verstappen aurait pris un tour à Hamilton. Vous voyez pas le message que ça aurait envoyé? Ça aurait été complètement inattendu. Oh que oui, Hamilton se faire prendre un tour par son adversaire le temps d'une course. Ah bah là, le moral... Bon déjà, le moral d'Hamilton est zappé dans la course, hein, autant le dire. Mais alors, si le tour était vraiment pris... Merde, ça va être venu. Enfin, ça pourrait être pire. Parce que chez Mercedes, il y a aussi Bottas qui était sûrement la seule... Enfin, ça pourrait être pire. Il y a Bottas qui était sûrement la seule chance de Mercedes pour contrer les plans de Red Bull. Bah, sauf que l'arrêt du Finlandais ne va pas se passer comme prévu. Tout simplement à cause d'un écrou de roue récalcitrant qui n'a même pas voulu se desserrer. Ah bah le mécanicien l'avait beau choquer l'écrou, il n'a rien voulu savoir. Et évidemment il y a une explication à ça du pourquoi du comment que la roue n'a pas pu se desserrer. Hein. Et bah, c'est Romain Grosjean qui a apporté sur les antennes du canal. Et dessus, bah, c'était simple et efficace. Il y a tellement de pression, de chaleur qui ressort dans les freins, de température, que finalement, l'écrou et la roue se sont soudés. Et ben voilà, c'était terminé. Impossible à desserrer. Il y a tellement de chaleur que les deux matières arrivent à se coller entre elles, que vous pouvez vraiment sortir tout le matériel, même le plus gros pétard pour desserrer une roue. Limite, manquez plus à aller chercher WD-40 pour mettre un petit coup et hop, c'est reparti. Non, très honnêtement, c'est énorme ce qui s'est passé chez Mercedes. Ils nous habituent pas à ce genre de problèmes techniques. C'est très étonnant. C'est très étonnant. Et c'est tout ce qui s'est passé dans cette course. Non, je plaisante pas, c'est tout ce qui s'est vraiment passé dans cette course. On va même conclure, voici le classement. On retrouve donc Max Verstappen vainqueur devant Carlos Sainz, deuxième pour Ferrari et Lando Norris, troisième avec sa McLaren. Au pied du podium, on retrouve Sergio Perez qui était pourtant remonté sur le pilote anglais. Sébastien Vettel 5ème devant Pierre Gasly et Lewis Hamilton. Lance Stroll 8ème devant Esteban Ocon et Antonio Giovinazzi. Et le meilleur tour en course est signé Lewis Hamilton. On s'est complètement ennuyé dans cette course. Voilà. Il y a eu très peu, voire pas du tout de dépassement. Hormis ceux des arrêts au stand, il y a presque rien eu. Il y a même pas eu un pilote qui... Si, il y a eu quelques alertes, il y a eu un peu de track limit. On a même vu Mazepin qui a même pas pris le courage de prendre un virage à la sortie du tunnel. Il y a rien eu de cette course. Enfin si. La seule chose qu'on a eue, et qu'on n'a pas vue, hein, merci la réalisation, c'est comment Vettel
s'est acharné à dépasser Gasly à la sortie des stands. Il y avait juste de ça qu'on peut retenir de la course. Il n'y a que ça. Le reste, c'est du vide sidéral. Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Limite, la seule chose qu'il fallait regarder ce week-end par la Formule 1 à Monaco, c'était même pas la Formule 1. C'était les courses support. Entre déjà la Formule 2, qui nous a offert des bonnes courses, la Porsche Super Cup, où bah, ça a quand même cartonné pour Jean-Baptiste Simenauer, il nous a fait une caisse avec la 911, le pauvre. Et même un autre pilote dont j'ai oublié le nom, qui a sorti d'autres à l'ostéo, hein, parce qu'il a très bien décollé sur un livreur. Et même la Formule Alpine, où, chose inédite, et plus de peur que du mal, heureusement, on a un pilote qui s'est retrouvé en tonneau dans la montée du casino. Et avec les courses support qui étaient animées ce week-end, la Formule 1, rien du tout. Et le pire du troll, je vous jure, dans le débrief de canal dans Formula One, à la fin, il nous donne la note des spectateurs, qui était de 11, je pense. C'était affiché 0 sur l'écran. Je vous jure. Il n'y a rien du tout à dire sur cette course. Rien du tout. Enfin, si, on va essayer quand même de dire quelque chose dans le bilan des équipes. Mais on gratte. Oui, on gratte. On gratte pour trouver quelque chose. La preuve, on commence maintenant. En grande difficulté, Mercedes ce week-end, je ne pensais pas déjà les voir si mal placés que ça sur la grille. Mais alors la course, un cauchemar. Accessoire pour les réglages de la voiture qui n'arrêtaient pas de sautiller. La stratégie qui n'a pas permis de progresser au classement. L'arrêt de Bottas, j'en parle même pas. Enfin, si, j'en ai parlé, mais bon. Je crois que ce week-end, on n'avait pas vraiment l'équipe Mercedes qu'on a de d'habitude. Une équipe totalement en difficulté depuis le jeudi, qui n'a pas réussi à résoudre ses problèmes le samedi, et surtout qui était nulle part, voilà. Qui était complètement nulle part. Enfin, si, ils auraient pu être devant avec Bottas, et encore, est-ce que ça aurait suffi? C'est vraiment une incompréhension de voir les champions du monde si loin que ça. Et c'est bien simple, ils ont perdu la tête du championnat. Et ça fait très mal. Après, attention, Monaco sera sûrement une exception dans la règle. Mais ce week-end, malgré tout, il va compter. Oh que oui. Masterclass! Vraiment! La masterclass de Red Bull dans ce week-end monégasque. Il n'y a rien à redire. Franchement, non. Il n'y a rien à redire sur ce qu'a fait Verstappen, ce qu'a fait Perez, ce qu'a fait l'équipe. Ils ont tout simplement très bien travaillé. Voilà, c'est un sans faute. Et surtout, une excellente stratégie pour avoir ramené Perez jusqu'à la 4e place. Limite, il aurait pu jouer la 3e place. Mais bon, voilà. Et franchement, ils n'ont pas péché par excès de confiance. Ils ont vraiment fait le boulot. Et surtout, le pilote et l'équipe repartent en tête du championnat du monde. Vous verrez dans le classement après, même si c'est resserré. Voilà, les nouveaux leaders, c'est eux. Red Bull est en train de prendre un avantage psychologique sur Mercedes. Ça va compter. Ça souffle le chaud et le froid chez McLaren. Déjà avec Lando Norris qui monte en puissance course après course et qui monte encore une fois sur le podium. Cela prouve également que McLaren est en train de revenir sur le devant du peloton. Enfin, si cela pouvait se faire avec 2 voitures, très honnêtement, ça serait encore mieux. Parce que voir Daniel Ricciardo relégué quand même à plus d'1 seconde dans les essais par rapport à son coéquipier, il y a de quoi être inquiet. C'est pas le seul bien sûr, mais là franchement ça en devient incompréhensible de voir l'Australien aussi loin déjà de son coéquipier et des performances que peut lui proposer la voiture. Et surtout de ce qu'il fait d'habitude dans un week-end de course. D'habitude il est performant Ricciardo, mais alors là il est très loin. Il était très loin, il s'est même fait prendre un tour par Norris. Je crois qu'il y a beaucoup de remises en question à faire pour l'Australien. D'ailleurs, je sais que son équipe lui avait donné à ce Grand Prix de Monaco pour faire quelque chose. Là, je pense qu'il y a beaucoup de boulot en perspective entre les deux parties. Parce que très honnêtement, c'est pas normal de voir Daniel Ricciardo très mal classé et de voir Norris très bien réussir.
Si la voiture a le potentiel, ça veut dire que Ricardo n'arrive pas à l'utiliser. Je, je mets en cause personne, mais Daniel, il faudra faire quelque chose. J'avais envie de dire que Ferrari, c'était LA surprise. Ça l'est bien sûr, hein, on va pas se mentir, ça l'est. Mais avec ce podium de Sens qui a fait le boulot ce week-end. Ah, et puis non, je vais m'étaler sur ce qui est arrivé à Leclerc, voilà, hein. Je le dis, je le répète. Non, déjà, Leclerc ne s'est pas mis dans le rail volontairement. Voilà. Et non, Ferrari n'a pas pris le risque de changer la boîte de vitesse de sa voiture. Ou même les autres éléments, car si la voiture a tapé du côté droite, et ben c'est l'arme de transmission gauche qui a lâché. C'est fort quand même. Après, il peut y avoir des explications, je suis d'accord. Il y a un parc fermé qui limite la possibilité de vérifier correctement la voiture. Mais, mais je sais pas, je me pose vraiment des questions sur ce qui s'est passé, parce que quand une voiture va taper, ça crée une force cinétique qui se transmet dans toute la voiture. Pe- Peut-être que ce qui s'est passé pour Leclerc est un effet de son accident d'hier. Peut-être que oui, peut-être que non, on ne sait pas. Mais très honnêtement, j'ai mis vraiment des doutes déjà sur Ferrari qui non seulement arrive à revenir très haut, hein, c'était la surprise, je l'ai dit, mais j'ai l'impression que l'équipe n'est même plus exigeante sur ses contrôles de qualité. C'est peut-être ce que je vais vous dire est complètement absurde. Mais c'est quand même bizarre que Ferrari, malgré les restrictions du parc fermé, n'ait pas réussi à se dire que finalement il y aurait eu un problème sur tout, toute la transmission arrière de la voiture. Alors peut-être qu'ils ont vérifié qu'ils n'ont rien vu. Peut-être, hein, j'en sais rien. Je suis pas dans le garage. Mais ce qui s'est passé, très honnêtement, c'est incompréhensible. Je voudrais pas dire inadmissible. Je franchirai pas la ligne, mais je me pose vraiment des questions. Je suis peut-être pas le seul, hein. Je me pose vraiment des questions de savoir comment Ferrari a réussi à passer à côté de ça, quoi. Alors oui, il y en a qui vont me dire, mais ils ont pris le risque de garder la pole position, il fallait le faire, tout ça. Ou alors, est-ce qu'il aurait fallu prendre le risque de changer la boîte de vitesse et du coup de se prendre la pénalité? Ça aussi, c'est une question. Enfin, je l'ai dit, on va pas refaire l'histoire. On passe du côté tricolore et je suis extrêmement déçu de la prestation d'Alpine ce week-end à Monaco. Voilà. Même si Ocon a pu profiter d'une bonne stratégie et de finir dans les points et de faire un bon départ, excellent, ben voilà. Les voitures bleues n'étaient pas du tout dans le coup ce week-end. Vraiment trop loin pour espérer quelque chose. Pas une prise de risque, rien du tout. Et ça se paye vraiment au championnat constructeur, vous allez le voir après. Très honnêtement, c'est une course à oublier par l'équipe diepoise qui aurait pu jouer un bon coup ce week-end, mais qui n'a pas du tout été à la hauteur. On peut se poser des questions sur pourquoi du comment de la contre-performance, mais là, ils n'ont pas été du tout à la hauteur. Pas normal. AlphaTauri, c'est un peu comme McLaren. Le chaud et le froid. T'as Pierre Gasly qui arrive à faire une bonne course. Il contient même Hamilton derrière lui. Et il se bat même contre Sébastien Vettel, hein. 11 titres de champion du monde face à lui. C'est costaud. Et c'est encore un bon résultat pour le français, dont son résultat fait écho à celui de son coéquipier Yuki Tsunoda, qui découvrait Monaco de toute sa carrière de pilote. Pour vous dire, il était même surpris le japonais qu'on roulait le jeudi à Monaco. Ah bah oui, c'est étonnant, mais voilà, c'est... La déclaration est un peu bizarre, mais... Il savait pas qu'on roulait le jeudi à Monaco. Ça peut arriver. Mais oui, mais c'est vrai que Yuki Tsunoda, il a fait qu'une saison de Formule 2, c'était celle de 2020, donc il n'a jamais vu Monaco. Il n'a jamais fait la Formule 3 Monaco parce que la Formule 3 ne roule pas à Monaco. Même les Formules Renault, tout ça, et ben non, c'était... Bon, enfin bref, je vais pas non plus chercher des excuses à Tsunoda, il n'était pas dans le coup ce week-end non plus.
Et très honnêtement, je sais pas comment ça va être pour lui la suite sur les prochaines courses. Ça sera surveillé. Bon, j'ai quand même du positif, parce que là, grosse surprise d'Aston Martin qui se place pour la première fois de la saison avec ses deux voitures dans les points. Déjà, avec Vettel, qui a réussi à gagner je ne sais combien de places sur ses adversaires en course. Merci les arrêts au stand. Et merci la réalisation de nous avoir loupé cette lutte. Hein. Et puis aussi à Stroll qui a vraiment eu l'excellente idée de partir en gomme dure et qui s'est vraiment arrêté très très tard. Voilà, on a eu deux stratégies décalées et payantes. Et bien finalement, ils ont retrouvé des couleurs à Aston Martin. C'était juste inattendu et personne n'aurait parié sur eux. Eh ouais, fallait tout miser sur le 5 et le 18. Et c'est bien joué. C'est un excellent résultat pour Alfa Romeo avec le premier point de la saison décroché par Giovinazzi. En plus, retour dans la saison, ça fait vraiment plaisir. Et c'est une bonne course solide pour l'équipe italo-suisse qui n'a pas vraiment démérité et qui en plus a pu profiter aussi d'une stratégie agressive pour Raikkonen qui finit malgré tout à la porte des points. 11e. Pardon. Alors, on va espérer que ce résultat va les galvaniser à Enwil. Mais pour qu'ils fassent vraiment mieux sur les prochaines courses qui arrivent, on va surveiller ça, mais ça nous fait plaisir de voir Alfa Romeo reprendre un peu de rythme. Ça fait plaisir. Williams qui fêtait son 750e Grand Prix à Monaco, bah c'est une course à oublier et en plus totalement anonyme pour eux. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire pour Russell et Latifi. Enfin bon, ils ont vu l'arrivée dans cette course, c'est déjà pas mal. Bon, bah on a été mauvaise langue sur As avec Mazepin depuis quelques jours. Eh bien, bah je vais lui faire un compliment. Il a réussi à nous faire mentir, le russe. Il a même, non seulement il a réussi à finir avec une voiture intacte, il a même fini devant Schumacher. Non, les préjugés, il a réussi à les faire taire. C'est Gunther qui va être content. mais, mais attention, la prochaine course, c'est Bakou. Ah bah, Bakou, circuit urbain, ça va aller. Par contre, à Veilleville, ah déjà, faut y rentrer. Et ça, c'est pas gagné. Voilà pour le bilan des équipes. Limite, les bilans ont plus duré que le débriefing de la course. Bon, allez, au passant classement, on y va. Le classement pilote, et ça bouge, Max Verstappen, nouveau leader avec 105 points devant Lewis Hamilton qui en compte 101. Lando Norris retrouve sa troisième place face à Valtteri Bottas qui se fait rattraper par Sergio Perez 5ème devant Charles Leclerc et Carlos Sainz. Daniel Ricciardo 8ème devant Pierre Gasly et Esteban Ocon pour le top 10. Derrière on retrouve Sebastian Vettel qui marque ses premiers points de la saison avec 10 points devant Lance Stroll et Fernando Alonso. Yuki Tsunoda toujours 14ème avec 2 points devant Antonio Giovinazzi qui vient d'en marquer un ce week-end à Monaco. Derrière on retrouve Raikkonen, Russell, Latifi, Schumacher et Mazepin qui sont toujours à 0 points. Ça bouge également du côté des constructeurs, Red Bull qui prend le leadership à Mercedes pour 1 point, 149 à 148. McLaren 3ème avec 80 points devant Ferrari qui en compte 78. Et Aston Martin 5ème avec 19 points devant Alpha Tauri qui en compte 18 et Alpine qui en compte 17. Pas de grand changement derrière, si ce n'est que Alfa Romeo marque 1 point, Williams et As sont toujours à 0. Et avant de vous quitter, petite promotion libraire avec ce livre de Frédéric Weill, Gasly le Magnifique, ça revient sur sa victoire vue par sa famille, ses proches, ses amis, même par Julien Febvreau. Frédéric Weill, le journaliste de RTL, a réussi à réunir tous les commentaires des proches du pilote français qui expliquent comment ils ont vécu cette victoire historique. Ils en racontent même un peu plus sur le Normand. Franchement, allez chercher, procurez-vous ce livre parce qu'il est vraiment génial à lire. Je ne l'ai pas encore fini, mais on apprend beaucoup de choses sur le pilote français. Il y a aussi le livre de Daniel Ortelli sur Lewis Hamilton. Bon, celui-là, je ne l'ai pas encore. J'essaie de me le procurer, que je vous conseille également. Il y a aussi celui-ci, Doublure de Jean-Claude Daniez, que je vous avais parlé la dernière fois, à vous procurer. C'est vraiment un très bon moment de lecture. Déjà pour ces bouquins, je peux que vous les conseiller, si vous adorez lire, bien sûr. En attendant, c'est sur une promotion libraire totalement foirée, voilà. Il n'y avait rien d'écrit. Qu'on se quitte sur la vidéo, n'hésitez pas à commenter, donner votre avis sur ce Grand Prix de Monaco
pas terrible, hein. N'oubliez pas de partager la vidéo, bien sûr, de vous abonner à la chaîne, de vous inscrire et même de suivre sur les réseaux sociaux. On se retrouve le plus vite possible. Enfin, je l'espère. Merci à vous, bravo et à bientôt.